la une de ce journal, la République démocratique du Congo suspend les exportations de cobalt pour 4 mois, affectant un secteur clé des batteries rechargeables. Les détails dans un instant. Et puis l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz risque 20 ans de prison pour détournement de fonds après une première condamnation de 5 ans. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal international. Kinshasa a décidé de suspendre pour 4 mois les exportations de cobalt qui sert notamment à la fabrication de batteries rechargeables. La RDC qui assure les 3/4 de la production mondiale. Jamais depuis 2016, le cobalt avait été vendu aussi bas sur le marché mondial. Un peu plus de 20 000 $ la tonne en ce début d'année contre environ 80 000 en 2022. Un manque à gagner énorme pour la RDC, puisque le cobalt constitue 15 à 20% de ses exportations. C'est donc pour essayer de faire remonter les prix que la RDC a décidé de suspendre les exportations pour 4 mois via son autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques. Il y a 1 an déjà, le président congolais Félix Tshisekedi avait évoqué pendant un conseil des ministres la possibilité d'introduire des quotas d'exportation pour le cobalt. Espérons que les cours remontent aussi pour une meilleure rémunération des creuseurs artisanaux, indique Eric Kalala, le directeur de l'entreprise générale du cobalt, une filiale de la compagnie publique Djekamine. Mais cette décision suffira-t-elle? D'autant que la surproduction qui explique la baisse des prix a augmenté depuis que l'un des géants du secteur, le groupe chinois CMOC, a inauguré une 2e mine en RDC en 2023. On nous l'a appris que hier mardi, au moins 9 personnes présentées comme des partisans de l'imam Mahmoud Dicko ont été inculpées pour attroupement illégal et jetées en prison à Bamako. Il leur est reproché d'être sortis le 14 février dans les rues de Bamako pour accueillir le leader religieux qui vit en exil et finalement n'est pas revenu au pays. Dans l'affaire, 10 Maliens ont été arrêtés. Parmi eux, un vieillard qui a finalement été libéré. Les 9 autres personnes sont inculpées pour attroupement illégal et jetées à la maison d'arrêt de Bamako. Présentées comme partisans de l'imam Mahmoud Dicko, elles auraient été vues parmi la foule mobilisée pour accueillir le leader religieux dont le retour au Mali avait été annoncé à tort le 14 février. Un proche d'un des Maliens emprisonnés explique, et je cite, « Nous habitons non loin de l'aéroport de Bamako. Le jour où l'imam devait rentrer, les forces de l'ordre sont venues jusque dans notre maison pour arrêter mon frère alors qu'il n'était pas à la manifestation. » Les relations entre Mahmoud Dicko et la junte au début bonnes sont désormais exécrables. L'ancien président du Haut Conseil islamique du Mali, très influent dans le pays, est devenu l'un des principaux opposants des militaires au pouvoir. Il avait par exemple dénoncé une transition sans trajectoire et qui ne finira jamais. La coordination des mouvements et associations de soutien à l'imam a été dissoute par la junte en mars 2024. La CEMAS est membre des coalitions d'opposition, appel du 20 février et synergie d'action pour le Mali qui rassemble des partis politiques et des organisations de la société civile et exige notamment une transition civile et l'organisation de l'élection présidentielle. Depuis plus d'1 an, Mahmoud Dicko vit en exil en Algérie. Des experts alertent sur les conséquences de la signature samedi 22 février à Nairobi d'une charte posant les bases d'un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan. Cette alliance entre les forces de soutien rapide et 24 organisations dans le mouvement populaire de libération du Soudan Nord, dirigé par Abdelaziz El-Hilou, pourrait bouleverser l'équilibre des forces en leur permettant de contrôler des territoires stratégiques. Les forces de soutien rapide dominent déjà la quasi-totalité des 5 États du Darfour. Si l'on y ajoute les zones sous contrôle d'Abdelaziz El-Hilou au Kordofan et au Nil Bleu, l'alliance s'étend désormais sur plus de la moitié du pays. Cette vaste zone bénéficie d'un accès frontalier stratégique avec la Libye, le Tchad, la République centrafricaine, le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Face à cette situation, des experts redoutent un scénario similaire à celui de la Libye, où 2 gouvernements rivaux se disputent le pouvoir sur fond de divisions géographiques et politiques.
L'ONU a exprimé son inquiétude quant aux formulations de la charte de Nairobi, affirmant qu'elle pourrait accroître la fragmentation du pays et aggraver la crise. La Ligue arabe a fermement condamné toute mesure susceptible de porter atteinte à l'unité du Soudan et de l'exposer au risque d'une division. De son côté, le gouvernement soudanais a dénoncé une charte qui déchire le Soudan en approuvant le concept de peuple et de région soudanaise. Il met également en garde contre les risques d'ingérence étrangère et la possibilité offerte aux forces de soutien rapide d'acquérir directement des armes. À Nouakchott, en deuxième instance, le procureur général a requis une peine de 20 ans de prison contre l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz, accusé de détournement de fonds publics et d'enrichissement illicite durant son mandat. Cette peine intervient après sa condamnation à 5 ans de prison en décembre dernier lors de son premier procès. L'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz, qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019, comparé aux côtés d'anciens ministres et plusieurs hauts responsables et dirigeants d'entreprises. Tous sont accusés de trafic d'influence, blanchissement, abus de fonctions et enrichissement illicite. L'enrichissement de Mohamed Ould Abdelaziz est estimé à 67 millions d'euros. Selon le procureur, les fonctions de l'ex-chef d'État lui auraient permis à l'époque d'user de ses fonctions pour faire pression sur les investisseurs. Cependant, Mohamed Ould Abdelaziz et ses avocats réfutent ces accusations. Selon eux, seule la Haute Cour de justice mauritanienne est compétente pour juger un ancien président. La partie civile présentait ses plaidoiries ce mardi à Nouakchott. Le gouvernement chilien a décrété mardi l'état d'urgence et instauré un couvre-feu dans une grande partie du Chili, dans Santiago du Chili, la capitale, après une panne de courant massive provoquée par une possible défaillance du système électrique qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur. Le couvre-feu sera en vigueur de 10h du soir à 6h du matin mercredi, a déclaré la ministre de l'Intérieur Carolina Toa lors d'une conférence de presse. Selon le Service national de prévention des catastrophes, la coupure de courant a débuté vers 15h16. D'après les premiers rapports, la panne pourrait s'étendre de la région d'Arica et Parinacota au nord jusqu'à la région des lacs au sud, ont indiqué les équipes de communication du Sénapred. La chaîne privée Chilvision a cependant diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des personnes prises au piège à plusieurs mètres de hauteur dans un manège d'un parc de la capitale. Le Chili, qui compte quelques 20 millions d'habitants et l'un des meilleurs réseaux électriques de la région, est confronté à sa pire panne de courant en 15 ans. À Santiago, des centaines de personnes ont dû être évacuées du métro, soudainement plongées dans le noir. Face à l'afflux de passagers, le reste du système de transport semblait saturé. Les autorités n'ont pas encore déterminé les causes de la panne, mais le gouvernement a rapidement écarté la possibilité d'une attaque contre le réseau électrique, évoquant plutôt un dysfonctionnement technique. La confusion s'est propagée de la capitale de 7 millions d'habitants à diverses régions du pays. À Valparaiso, une ville située à 120 km de Santiago, des témoins ont rapporté que des magasins avaient fermé dans le chaos. En 2010, une panne dans une centrale électrique de la région du Biobío, dans le sud du Chili, avait plongé des centaines de milliers de personnes dans le noir. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure.